Bonjour tout le monde, je suis Pierre-Emmanuel Caplet, le responsable podcast de l'association Publicens. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un 4e épisode de notre série sur les institutions publiques. En compagnie de Guillaume Lagasse, que je n'ai plus besoin de présenter, j'interroge Romain Beaufret et Vincent Dedry. Tous deux travaillent à la Cour des comptes et sont passés par une ENS et par l'ENA, aujourd'hui INSP. Comme d'habitude, nous abordons leur parcours et leur institution. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, c'est Pierre-Emmanuel et je suis accompagné de Guillaume Lagasse. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Romain Beaufret et Vincent Dedry. Tous deux travaillent à la Cour des comptes. Nous parlerons de leur parcours et précisément de l'institution dans laquelle ils évoluent, à savoir le mode de recrutement et de son rôle dans le fonctionnement de l'État. Mais tout d'abord, intéressons-nous au parcours de Romain, puis au parcours de Vincent. Bonjour Romain. Donc je souhaiterais que l'on commence par la présentation de ton parcours. Romain, tu as fait une prépa AL. Pourquoi ce choix ? Bonjour, merci tout d'abord de nous avoir invités sur Publicens. Alors j'ai fait une prépa AL, littéraire, donc c'est vrai que le choix est un peu particulier parce qu'il y a moins de littéraires après qui passent les concours de la fonction publique, mais j'ai fait un parcours AL, j'ai beaucoup hésité avec la BL, mais principalement parce que j'étais très intéressée par les questions historiques et de philosophie. Donc voilà, c'était vraiment une volonté de se centrer sur ces deux disciplines-là. D'accord, très bien. Je me permets donc d'intervenir pour faire un petit point information. Donc afin d'intégrer une ENS, on fait généralement une prépa littéraire ou sciences sociales, on va dire AL ou BL, une prépa D2, comme nous avons fait avec Pierre-Emmanuel, c'est-à-dire une prépa axée sur l'économie, ou une prépa ECE, ECS, aujourd'hui fusionnée dans ce qu'on appelle la prépa économique et commerciale générale, aussi appelée ECG. Donc maintenant, Romain, on va revenir à ton parcours. Tu décides ensuite de faire notamment un master à HEC. À ce moment-là, est-ce que tu avais déjà une idée précise de ce que tu voulais faire ? Et est-ce que tu voulais, par exemple, déjà préparer l'ENA ou tu souhaitais plutôt te diriger vers un premier poste dans le privé ? Oui, alors donc après donc j'ai fait 3 années de classe préparatoire littéraire AL. Quand j'ai passé les concours, j'ai passé le concours de l'ENS de Lyon et également le concours d'HEC. Comme j'ai eu les deux, ils m'ont permis de faire un double cursus aménagé, et donc je n'ai pas refusé cette opportunité, notamment parce que je me posais un peu des questions sur ce que je voulais faire, même si quand même quand j'ai intégré l'ENS, j'avais une idée assez claire je voulais être enseignant-chercheur. Donc voilà, je voulais vraiment me spécialiser dans le domaine, dans ma discipline, qui était l'histoire à l'époque. Et je dois reconnaître qu'en réalité, c'est au fil des années que j'ai un peu approfondi mon projet professionnel, comme quoi il faut pas se stresser outre mesure, parce qu'on peut changer d'avis, on peut changer de braquet aussi. Et donc le master à HEC est venu était bienvenu, puisque ça m'a permis d'élargir un peu le champ des disciplines, de réfléchir et de voir autre chose. Donc j'ai fait des stages aussi dans le privé pour comprendre les fonctionnements d'une entreprise privée, pour voir ce qui pouvait m'intéresser dans cette voie-là. En réalité, dans l'année de césure que j'ai prise, j'ai fait un stage dans le public et un stage dans le privé. J'ai fait un stage à la direction générale du Trésor et un stage dans un cabinet de conseil. Voilà, et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a orienté plutôt vers les concours de la fonction publique. J'ai adoré mon stage au Trésor et ça m'a vraiment convaincu que je voulais faire ça. J'avais un peu l'idée de passer l'ENA en musique de fond, mais c'est vraiment, je pense, une expérience qui vous permet de vous projeter et de voir si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Très bien. Donc ensuite, on a vu que tu as été stagiaire ENA chez Safran notamment. Et donc on s'interrogeait beaucoup sur les différents stages possibles lorsque l'on est énarque, comment ça se passe, comment est-ce que on y est affecté et combien est-ce que on peut en faire. Alors, donc les stages ENA sont des stages très particuliers parce ils nous donnent accès à des responsabilités qu'on n'aurait pas dans des stages classiques, les stages qu'on a pu faire avant. Donc normalement, il y a 3 stages à l'ENA qui sont très importants et qui constituent globalement la majeure partie de votre scolarité, en tout cas une année sur 2 à minima. Donc il y a un stage en préfecture qui est le stage peut-être le plus structurant parce que c'est vraiment la découverte des politiques publiques déconcentrées et de toutes les problématiques de politique publique locale, qui est un stage très long de 6 mois et là où on est évidemment affecté. Mais je dirais que c'est un stage très engageant, en tout cas ça laisse personne indifférent, qu'on aime ou pas la préfectorale, je pense que c'est le moment où on apprend le plus à l'ENA. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. On est évidemment affecté, donc à chaque fois ça donne
lieu un jeu voilà, d'expression de vœux. Est-ce qu'on a ces choix ou pas? Voilà, il y a une espèce d'alchimie qui se fait ou qui ne se fait pas d'ailleurs, mais en tout cas, on ne choisit pas in fine l'endroit où on va. Voilà, donc moi j'ai eu la chance d'aller à Bastia, dans la département de la Haute-Corse, pour mon stage préfecture, et je suis également allée chez Safran dans un stage entreprise. Aujourd'hui, le stage entreprise n'existe plus en tant que tel, puisque maintenant c'est un stage en PME à l'occasion du stage en préfecture. Mais tout de même, c'est très important pour les élèves de l'ENA et de l'INSP aujourd'hui de découvrir toutes les problématiques auxquelles font face les entreprises. Moi, j'avais un peu ce bagage-là du fait d'HEC de stage précédent, mais ça a pu confirmer quand même une meilleure compréhension des enjeux économiques et industriels pour Safran. J'ai eu la chance notamment d'être affectée à la direction des ressources humaines auprès du directeur des ressources humaines, et ça m'a permis de voir plein de choses. C'était très intéressant. On a également vu que tu étais chargé de travaux dirigés, TD, on se demandait dans ce cadre combien de temps cela prend à côté notamment de tes missions à la Cour des comptes, et dans quelle mesure c'était possible d'exercer une telle fonction. Alors j'enseigne les finances publiques avec Vincent qui pourrait vous en parler également, donc on est un binôme aussi sur l'enseignement. Alors c'est un TD sur les finances publiques, donc globalement en étant à la Cour des comptes on a quand même un très bon positionnement, une spécialisation, un peu une coloration si vous voulez sur les finances publiques, donc pour moi j'avais très à cœur de la partager, de transmettre un peu voilà en classe préparatoire à la fois des éléments de méthode sur le concours mais aussi des éléments de fond qui me passionnent sur les enjeux de finances publiques, de fiscalité, etc. Alors combien de temps ça me prend trop de temps évidemment ça, mais peut-être que je fais mal les choses, et en tout cas c'est très complémentaire de ce que je peux faire à la Cour des comptes. Ça me permet quand même de capitaliser sur tout ce que j'apprends ici en matière de finances publiques, et ça me rend très heureuse objectivement en tout cas j'espère de transmettre le mot est peut-être un peu exagéré, j'espère que les élèves en diraient autant, mais globalement c'est complémentaire et ça enrichit énormément ma vie professionnelle. Merci beaucoup pour ces réponses. Je laisse maintenant la parole à Pierre-Emmanuel, qui va avoir le plaisir d'interroger Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors n'hésite pas à me corriger si je me trompe. Tu as intégré l'ENS Ulm par la voie BL. Tu passes avec succès à l'agrégation d'histoire et tu rejoins le master Affaires publiques de Sciences Po Paris. Tu enseignes ensuite pendant 2 ans, puis tu parviens à obtenir le concours de secrétaire des affaires étrangères, cadre d'Orient, et de l'ENA. Alors j'ai plusieurs questions liées à ton parcours. Tout d'abord, tu as été professeur agrégé. Est-ce que être professeur était ton objectif de long terme, ou était-ce plutôt un temps nécessaire pour préparer les concours de la haute fonction publique ? Alors je dirais pas que être professeur c'était un temps nécessaire pour préparer les concours de la haute fonction publique, parce que je déconseillerais dans l'absolu de préparer les concours de la haute fonction publique et en même temps d'être professeur, surtout en début de carrière, puisque le métier de professeur est un vrai métier où il faut vraiment préparer ses cours, et on est effectivement devant des élèves et ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais dans les faits c'est ce que en effet la voie que j'ai choisie, j'ai donc été professeur après mon cursus à l'école normale supérieure, et en même temps donc le soir ou le week-end j'essayais d'aller à des cours de préparation à la Prépéna Paris 1 ENS pour préparer les concours administratifs. Je visais plutôt le Quai d'Orsay, mais étant donné que l'ENA était et toujours une voie qui permet d'accéder au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ai aussi préparé l'ENA en me disant que je pouvais faire comme ça d'une pierre deux coups. Et donc c'est pour ça que j'avais préparé les concours administratifs. Alors pour être tout à fait franc, je pensais que ça allait être très compliqué pour moi de les avoir, en tout cas dans le concours externe, et donc le calcul que j'avais fait c'est d'être professeur pendant 4 ans pour pouvoir passer ensuite les concours en interne, puisque on peut passer le concours en interne après 4 ans d'exercice dans la fonction publique, c'est le cas pour les professeurs. Voilà un peu le calcul que j'ai fait, mais je me suis pas non plus empêché de passer des concours administratifs en fait assez tôt, donc en externe, et il se trouve que j'ai eu le Quai d'Orsay en tant que secrétaire des affaires étrangères cadre d'Orient en langue russe, mais pas l'ENA, et j'ai choisi tout en intégrant le Quai d'Orsay de repasser l'ENA parce que je repassais aussi le concours de conseiller des affaires étrangères cadre d'Orient, qui est un autre corps en fait au Quai d'Orsay, un peu complexe, pardon. C'était la même année Et c'était l'année suivante en fait. Okay. C'est pour ça que j'ai passé également l'ENA. Et donc j'ai eu l'ENA l'année après, donc j'ai choisi l'ENA. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un temps court au Quai d'Orsay, désolé, c'est un peu complexe. Un temps court au Quai d'Orsay avant de rejoindre l'ENA. Et petite question sur
ta carrière professorale Oui. finalement. Combien d'heures de cours est-ce que l'on a quand on est professeur agrégé? Alors professeur agrégé, alors à mon époque, j'espère que ça n'a pas changé depuis. C'était en 2017, entre 2016 et 2018. Ouais, c'est ça. J'enseignais 15h,5. Je devais enseigner 15h,5 devant les élèves, et en fait on avait 1 heure en plus obligatoire, donc c'était 16h,5 de temps effectif devant les élèves. Voilà, par semaine. Ok. Concrètement, c'est réparti sur 4 jours. Voilà. Et ça laisse un jour off, qui est en fait un jour pour préparer les cours et pour corriger les copies. Tu avais donc, tu m'as dit à peu près 16h30, Oui. on va dire, de cours devant les élèves. Ensuite, des heures pour préparer Ce qui est beaucoup, les cours. Et donc, concrètement, tu préparais le concours de secrétaire des affaires étrangères et de l'ENA le week-end, le soir. Comment est-ce que ça se passait? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, dans le temps que j'avais en plus, pendant les vacances, le week-end, je passais beaucoup de samedi, dimanche à travailler. Après, il y a plein de facteurs qui ont fait que j'ai choisi cette voie-là. D'une part, parce que j'avais passé l'agrégation et je trouve ça absurde de pas valider l'agrégation, comme beaucoup font. Ils choisissent l'agrégation pour le prestige et ensuite ils ne la valident pas. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas l'expérience ni de l'enseignement ni de la recherche. Donc, moi, je savais que la recherche ne me plaisait pas tout de suite. Donc, je voulais pas d'enseignement. Je voulais en tout cas me confronter à ce réel-là. Et puis, en même temps, c'était absolument impossible pour moi d'assumer, même financièrement, une année de préparation au concours administratif. Donc, ça permettait aussi d'avoir un revenu. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi la carrière de professeur. D'accord. J'ai lu un des articles qui a été écrit à ton sujet. Tu mets en évidence ton intérêt pour la diplomatie, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les langues étrangères et la découverte des civilisations. Tu disais même que tu pensais intégrer le corps des affaires étrangères après l'ENA. Alors, pourquoi être ici? Pourquoi avoir intégré la Cour des comptes? Et est-ce lié à ton classement de sortie, honnêtement, ou à un intérêt nouveau pour les comptes publics? Alors jusqu'à récemment, être à la Cour des comptes en tant qu'auditrice auditeur, c'était nécessairement lié au classement de sortie, puisqu'il fallait pouvoir prétendre à ce poste-là, avoir la chance et l'honneur de pouvoir prétendre à ce poste-là pour l'intégrer. Donc oui, c'est bien sûr lié au classement de sortie. Après, est-ce que ça a été un élément déterminant? Roma peut en témoigner, j'ai quand même beaucoup hésité entre la diplomatie et la Cour des comptes. Il se trouve que entre le moment où cet article a été rédigé et le moment du choix de la sortie, du temps est passé et j'ai fait ce que Roma a décrit, donc des stages dans les territoires. Dans mon cas, c'était à Lyon. J'ai découvert des politiques publiques au plus près des citoyens, donc c'était très enrichissant. J'ai fait aussi un stage dans une entreprise publique, donc à Enedis, qui m'a permis de découvrir un secteur qui était le secteur de l'énergie que je connaissais pas du tout. Et c'est d'ailleurs dans ce secteur que je suis actuellement à la Cour des comptes, puisque je suis à la 2e chambre dans le secteur énergie. La preuve que ça m'a plu. Et puis je me suis posé aussi au moment du choix des questions auxquelles je m'étais peut-être pas complètement confronté avant. Parce que finalement la diplomatie, c'est un choix très engageant, c'est un choix de vie que j'avais fait très solitaire. Enfin, ce choix je l'ai fait de manière très solitaire avant, et là donc je me suis posé des questions d'ordre conjugal, et c'est ce qui l'a finalement emporté, et c'est pour ça que j'ai choisi la Cour des comptes, sachant que la Cour des comptes en théorie ne ferme aucune porte pour les autres ministères, et j'ai toujours un peu l'espoir, ou en tout cas le goût d'aller au Quai d'Orsay, de rejoindre le Quai d'Orsay par d'autres voies que celle d'administrateur de l'État au Quai d'Orsay. On va tout de même revenir sur ta préparation au concours des affaires étrangères. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils, à nos auditeurs pour préparer le concours du Quai d'Orsay? Déjà, première question, quelle deuxième langue tu avais choisi? On aimerait savoir dans quelle mesure cette préparation peut être utile ou substituable à la préparation de l'ENA, etc. Ce genre de sujet. D'accord. Alors, s'agissant de la langue, j'avais choisi le russe, que j'avais commencé à étudier à l'ENS, parce que c'était un choix un peu stratégique. C'est très difficile d'intégrer le Quai d'Orsay parce qu'il y a peu de place, en fait. Il y en a un peu plus maintenant, donc c'est un peu plus facile en termes juste quantitatifs. Mais c'était quand même compliqué, donc en termes stratégiques, prendre une langue rare permettait d'avoir un peu plus de chance, en fait, en ratio. Et puis surtout, la voie de conseiller des affaires étrangères cadre d'Orient n'est ouverte par définition que à ceux qui parlent une langue orientale. Donc je m'ouvrais comme ça la voie de ce corps-là avec le russe. C'est pour ça que j'ai choisi le russe, puis par ailleurs parce que j'ai un goût pour cette langue et puis pour la culture russe. Mais à la base j'étais germaniste, donc moi ça aurait été plutôt l'allemand que j'aurais pris.
Donc le Russe m'a demandé un investissement conséquent, et c'est très important de bien le dire donc à ceux qui nous écoutent. Il faut travailler les langues étrangères, c'est quand même la base du métier de diplomate, parler dans une autre langue. Et puis surtout, c'est une matière qui est éliminatoire au concours, à l'écrit et à l'oral. Donc si la note est inférieure à 10, alors le candidat est éliminé. Donc ce serait dommage d'être éliminé de ce concours parce qu'on n'a pas assez travaillé la langue. Donc concrètement, moi je travaillais au moins 1 heure le russe par jour, en écoute passive ou en cours actif de rédaction ou d'oral. Donc ça c'est le premier élément. Ensuite, je dirais que pour travailler le Quai d'Orsay, pour préparer le concours, il faut avoir un goût pour la matière internationale, c'est-à-dire se tenir bien sûr au courant de l'actualité, lire les journaux sur ces aspects-là, mais il faut aussi avoir un goût pour des enjeux qui sont transverses, un goût pour les grandes questions économiques, pour les grands enjeux environnementaux par exemple, pour les grandes questions militaires. Enfin voilà, faut s'intéresser à toutes ces choses-là, et donc faut un peu piocher dans énormément de manuels, dans énormément d'articles, et donc c'est ce travail-là aussi qu'il faut faire. Il y a plein de revues en ligne qui sont accessibles, très bonnes revues faites par des normaliens aussi, et donc il faut piocher là-dedans et avoir cette acculturation-là. Puis bien sûr suivre les cours de la préparation, on a des cours de questions internationales qui préparent normalement à l'oral du concours. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs en prépéna, en plus des finances publiques, j'enseigne les questions internationales. Donc il faut bien sûr suivre ces cours, et ça permet de préparer à la fois les écrits et les oraux du Quai d'Orsay. Merci pour ces conseils. On va maintenant passer à des questions plus générales, c'est-à-dire sur les modes de recrutement de la Cour des comptes et son rôle dans l'action publique. Alors tout d'abord, comment intégrer la Cour des comptes ? Nous avons vu par exemple que l'Inspection générale des finances ouvrait ses portes à des personnes non énarques, si je puis dire, via la procédure IFA. Est-ce que cette institution ouvre également ses portes à des profils qui n'ont pas réussi le concours de l'ENA ? Alors, donc, juste pour recontextualiser, nous, on est issus de la filière ENA, qui maintenant est l'INSP. Aujourd'hui, ce n'est plus, on a un peu fermé la porte derrière nous, sans le vouloir, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible de rentrer directement à la Cour des comptes. Pas plus d'ailleurs qu'au Conseil d'État ou à l'Inspection des Finances, après sa scolarité à l'INSP ou à l'ENA. Du coup, la nouvelle procédure pour devenir auditeur à la Cour des comptes, c'est de venir après deux années de service effectif dans la fonction publique, que ça soit si vous êtes issu de l'INSP ou d'un autre concours de la fonction publique. Donc, ça peut être par exemple l'INET, ça peut également être directeur d'hôpitaux, etc. Donc c'est assez large, ça permet de diversifier le recrutement et d'élargir les viviers de recrutement potentiel pour les auditeurs. Donc oui, effectivement, il y a un mouvement d'ouverture qui est très lié à la réforme de la haute fonction publique et qui permet de rejoindre la Cour des comptes. Par ailleurs, de manière traditionnelle, la Cour des comptes en fait a plusieurs voies de recrutement, puisqu'en fait on a une maison quand même avec les chambres régionales de 1700 personnes, on a une production annuelle qui est très importante. Donc en fait, on est quand même une maison de taille moyenne si on devait comparer avec des tailles d'entreprise. Mais le recrutement auditeur ne suffit pas. Il y a aussi un recrutement de ce qu'on appelle des rapporteurs, qui sont en fait des détachés de tous les concours de la fonction publique. On va maintenant traiter les contrôles des établissements. On aimerait savoir comment ce genre de contrôle se passe précisément. Et pour répondre, vous pouvez bien entendu prendre un exemple concret si cela facilite vos explications. Alors, contrôle d'un établissement, c'est-à-dire que en fait, ça c'est le contrôle traditionnel de la Cour des comptes, ce qu'on appelle le contrôle des comptes et de la gestion. Donc contrôler une entité publique ou affiliée. Par exemple, les entreprises publiques sont contrôlées par la Cour des comptes à partir du moment où l'État est au capital de manière supérieure à 50%. Donc comment se passe un contrôle ? C'est assez cadré par la loi, par le code des juridictions financières, avec d'abord, une fois que la Cour bien sûr a décidé de porter à sa programmation le contrôle, puisque la Cour est indépendante, donc elle a ce choix aussi de sa programmation. Une fois qu'elle a fait ce choix-là, le contrôle est notifié. C'est-à-dire qu'il s'ouvre, qu'il commence, il y a des entretiens de début de contrôle et commence alors la phase d'instruction. Les rapporteurs à la Cour des comptes contrôlent sur place et sur pièce. C'est-à-dire qu'ils se rendent dans l'entité contrôlée, dans l'établissement, ou alors, et puis de manière complémentaire, ils font appel à des données, à des documents qu'ils exploitent. C'est sur cette base-là qu'ils font des observations préliminaires, qui passent ensuite le filtre de la collégialité, c'est-à-dire que c'est débattu en chambre, puis ça passe devant l'administration qui a un droit de réponse par rapport à ces observations provisoires. C'est ce qu'on appelle le contradictoire, c'est un autre filtre qualité du rapport. Ça devient à la fin, à l'issue d'un autre délibéré en chambre, les observations définitives.
Donc il y a plein de phases comme ça qui sont très cadrées, très rythmées, et ça fait la vie d'un contrôle jusqu'à la publication in fine. Donc ça s'étale sur plusieurs mois, concrètement, ce contrôle des comptes et de la gestion. Alors il faut dire aussi que la Cour des comptes a d'autres missions que simplement le contrôle des comptes et de la gestion, et d'ailleurs le contrôle des comptes et de la gestion n'est qu'une forme de contrôle, parce qu'on contrôle d'autres choses. On contrôle des activités ponctuelles, on peut faire des audits flash, on fait aussi de plus en plus d'évaluation de politique publique, donc c'est une mission beaucoup plus large, qui demande beaucoup plus de temps, qui fait appel à beaucoup plus d'expertise, qui fait appel aussi avec des parties prenantes, voilà, donc c'est beaucoup plus large. Peut-être que Romain reviendra. Alors, ce qui est très riche dans le contrôle des comptes et de la gestion, c'est qu'on voit tout. Ça, c'est sûr que c'est un atout formidable. Et objectivement, on met vraiment les mains dans le cambouis pour comprendre comment une entité fonctionne, quelles sont ses ambitions stratégiques, et en termes de politique publique, parce que globalement, notre mission, in fine, c'est d'informer les citoyens et de rendre compte de l'utilisation des deniers publics, de montrer quels sont les objectifs poursuivis par l'entité ou par la politique publique, et si ces objectifs sont atteints, et à quel coût. Voilà, c'est ça en globalement les grosses questions méthodologiques qu'on se pose, qui sont assez structurantes dans tous nos contrôles. Après, comme le disait Vincent, l'évaluation des politiques publiques monte en puissance. Qu'est-ce que c'est et comment différencier l'évaluation du contrôle? C'est pas toujours si clair, mais en réalité l'évaluation inclut une dimension d'analyse quantitative assez novatrice, puisque l'idée c'est d'aller vraiment chercher à créer du contenu en termes d'analyse de données, en fait, de traiter des grosses masses de données, de mettre en relation des données pour en tirer des conclusions sur la qualité et l'efficience, donc le coût des politiques publiques. Et ça monte vraiment en puissance. Donc l'idée c'est vraiment aussi dans les missions traditionnelles de la Cour, c'est d'informer le citoyen, d'éclairer la décision publique dans une logique d'amélioration continue et donc d'alimenter le débat public. Donc l'idée, peut-être j'anticipe peut-être sur une autre question, mais l'objectif c'est vraiment là depuis le 1er janvier 2023, la Cour publie l'intégralité de ses rapports et c'est vraiment ça qui fait la force de notre travail, c'est l'impact médiatique et la transparence que cela induit. Et pour finir, l'une des critiques que l'on entend souvent est que certains rapports de la Cour des comptes, pourtant très documentés, ne sont jamais suivis d'effet. Est-ce que, à votre échelle, vous avez ce sentiment, et dans quelle mesure êtes-vous à même d'influencer, par exemple, les décisions politiques prises ? Alors je dirais qu'on n'a pas cette impression, on a vraiment l'impression, la Cour des comptes, d'être très utile, et c'est ce qui est le plus gratifiant finalement, ce qui donne beaucoup de sens à notre métier, et c'est très heureux. Tout d'abord, on peut constater l'amélioration continue et le suivi de nos recommandations, parce qu'on revient parfois sur des politiques publiques ou dans des organismes, il y a une dimension cyclique du contrôle. Ensuite, on organise de manière formelle et transparente le suivi des recommandations, donc je peux vous donner les chiffres, globalement on est à 75% de recommandations suivies ou partiellement suivies, c'est-à-dire en cours de suivi, on va dire, de mise en œuvre. Donc ça, évidemment, c'est très gratifiant et on sent bien que, les administrations attendent nos contrôles, ils sont très contents en fait d'avoir un éclairage extérieur, un audit externe, mais aussi les citoyens attendent. Même si nos recommandations n'étaient jamais suivies des faits, le seul fait de publier nos rapports et d'informer les citoyens a un impact majeur. Et d'ailleurs, on peut le voir dans les médias. Objectivement, si on regarde les retombées médiatiques de nos rapports, elles sont permanentes. Les journalistes attendent notre programmation, notre calendrier de production. On le voit ici quand il y a une conférence de presse du premier président. Il y a quand même une pléthore de journalistes qui ont besoin de ces éclairages et qui alimente le débat public comme ça. Cela dit, donc je me permets de le faire maintenant, de parler un peu des ambitions stratégiques de la Cour des comptes, parce que je trouve ça intéressant, pour ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie de se poser la question, de venir voir à quoi ça ressemble, de voir que c'est une institution qui est vraiment en phase avec son temps, au sens où elle se pose les bonnes questions. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Cour des comptes se pose la question que vous venez de me poser, et d'ailleurs, c'est les citoyens, quand on fait des portes ouvertes, ils nous demandent toujours à quoi servent vos rapports, et qui les écoutent. La Cour des comptes se pose ces questions, et elle essaie d'y répondre. Globalement, donc, les grandes orientations pour cela, c'est de travailler sur les recommandations, pour qu'elles soient plus opérationnelles, pour que vraiment il y ait un travail, comme le disait Vincent, d'amélioration continue, et qu'on puisse en fait servir un peu des livrables à des administrations pour qu'elles puissent avancer à partir, et pas seulement épingler ou étrier, c'est pas du tout l'objectif. Une des autres orientations majeures de ce projet qui va, à mon sens, dans le bon sens, et qui me donne très envie qui me rend très fière de cette institution, c'est quand même le fait de tout publier.
ce qui était un enjeu en fait en interne, et de se rapprocher des citoyens. Donc Vincent l'a évoqué tout à l'heure, pour la première fois en 2022, la Cour a organisé en fait une plateforme de consultation citoyenne pour recueillir les demandes de contrôle des citoyens. Donc il y avait évidemment un ajustement assez important à faire, puisqu'on est une institution indépendante, ça c'est très important de le comprendre, on s'auto-saisit. Mais l'idée c'est qu'on pouvait analyser des propositions de citoyens. D'ailleurs c'est eu un succès fou, il y a eu un nombre de propositions vraiment très important, et on a décidé à partir de là, en fonction de plusieurs variables, de nombre de pétitions, en fait c'est un système par pétition, de programmer des contrôles d'initiatives citoyennes pour répondre vraiment aux questions des citoyens. Et donc là on verra les fruits de cette politique en 2023. D'accord, merci pour ces réponses. On arrive au terme de cette discussion. Merci à vous deux pour vos réponses, et merci à Guillaume de m'avoir accompagné. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.